Là, ce qu'on constate, c'est la puissance en fait d'imitation de la machine à partir de notre propre langage. Bonjour Laurence de Villers. Bonjour Jérôme. Vous êtes spécialiste de l'informatique appliquée aux sciences sociales. Vous êtes professeur à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Les robots émotionnels et Des robots et des hommes. Alors, ChatGPT, les IA génératives, on ne parle que de ça depuis plusieurs semaines. On ne sait pas forcément trop où ça va, mais là, on voit quand même des choses se dessiner. Est-ce qu'on peut dire que la recherche et l'interaction avec le web est en pleine révolution ? Oui, on voit apparaître des nouveaux outils pour le grand public. Pour la recherche, en fait, c'est une continuité. On travaille sur ces modèles génératifs à partir d'énormes corpus de données depuis 2017 à peu près. Et Lambda, par exemple, de Google, c'est un premier système qui permettait de générer une sorte de pseudo-conversation, puisque c'est ce qu'on appelle un perroquet stochastique. C'est en fait une machine mécanique qui va générer quelque chose, et puis il y a une part de hasard dans tout ça. Et donc la réponse qui est donnée, elle est en langage proche d'une imitation du langage humain, mais elle est absolument sans pensée, sans intention. Effectivement, du coup, c'est c'est assez bluffant et assez choquant aussi ce qu'elle peut raconter, parce que ça peut être tout à fait n'importe quoi. Alors assez choquant, on va en parler, les risques contre lesquels vous alertez d'ailleurs. Mais avant ça, qu'on comprenne bien, par exemple, ChatGPT ou demain le service de Google là, qui arrive aussi, comment ça fonctionne ? Et notamment, est-ce qu'il s'enrichit de ce que je lui dis ? Est-ce qu'il apprend au fur et à mesure ? Non, il apprend pas au fur et à mesure. En fait, ça coûte très cher d'apprendre un énorme modèle comme GPT-3. Alors, ils en font différentes versions. On en est à 3.4, on sera bientôt à 4. Enfin bon, mais le fait d'utiliser une grande masse de données et d'arriver à un modèle de 175 milliards de paramètres, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et en tout cas, ce système-là, il est au cœur finalement de le ChatGPT. Derrière, ce qui fait qu'il donne l'impression que la machine s'adapte, c'est qu'en fait, il prend du contexte dans la phrase qu'on a donnée grâce à des interactions précédentes. Donc, plus vous lui parlez, plus la machine va finalement pouvoir peut-être affûter une question que vous avez posée. Si vous dites ah bah non, c'est pas ça, et il se passe, enfin, vous précisez votre question, et donc il lui sélectionne à la fois dans les questions que vous posez et le texte qui a été généré, des mots ou des sous-mots qui vont alimenter finalement la recherche de la suite. Puisqu'en fait, ce qu'on fait juste, c'est essayer de prédire les mots suivants à partir de puzzles de mots qu'on a obtenus, c'est-à-dire de mots qui apparaissent dans plein de contextes différents, et on a engrangé ces informations-là dans le modèle. Donc derrière, il n'y a pas que ça, si je peux me permettre. Ouais. Il y a ce modèle génératif, transformer, et puis derrière, il y a aussi un modèle à base de reinforcement learning, c'est-à-dire en fait grâce à l'interaction, on va faire par essai erreur aussi optimiser finalement la décision que propose la machine. Alors, mais ça a été fait en amont. Une conversation. Ouais, c'est en deux couches. C'est aucunement une conversation, parce qu'en fait, c'est de la prédiction de la phrase qui va suivre à partir d'une mémoire qui a une taille finie, qui est pas très grande, et il n'y a pas non plus de possibilité de calcul, de dénombrer. Il n'y a pas d'échelle temporelle, donc la machine peut vous répondre des choses assez étonnantes. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est la manière dont il formule des idées, des concepts, des informations vraies ou fausses, et qu'il met tout ça en forme. Oui, alors ça, là, ce qu'on constate, c'est la puissance en fait d'imitation de la machine à partir de notre propre langage. C'est-à-dire que lorsque je parle, j'encapsule finalement des informations lexicales, syntaxiques, sémantiques. Et juste par la succession des mots ou par les contextes dans lesquels apparaissent les mots, eh bien, mécaniquement, par l'ordre des mots, je vais trouver en fait des informations de sens. Et c'est ce que la machine utilise. Alors pourquoi c'est dangereux, entre guillemets, Laurence de Villers ? C'est dangereux. On a vu déjà que ça a été interdit par des professeurs à New York, Sciences Po, etc. C'est dangereux de croire tout le temps ce que va dire une machine. Elle ne détient pas la vérité. Je pense que c'est le premier danger. Après, il faut se demander qui construit ces machines, quels sont les humains qui ont modifié les contenus, parce qu'on voit que ça censure. Donc, est-ce que finalement, ça censure de façon
égalitaire. Je sais pas, si je prends les religions, est-ce que ce système parle aussi facilement de la religion musulmane, juive ou catholique, hein? On peut se poser des questions de beaucoup d'ordre de discrimination, d'injustice. Donc c'est une vision proposée par une machine. Donc il faut pouvoir l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en comprenant que c'est pas de la vérité absolue, qu'on va le challenger, qu'en même temps ça a un regard sur beaucoup de données, ce qui peut nous apporter une information en plus. Mais globalement, si on était tous à utiliser ça, tous les journalistes par exemple, on arriverait sûrement à un nivellement vers le bas de tous ces systèmes qui font en fait des statistiques quand même autour de ce qu'ils ont engrangé comme information. Donc l'idée de demain, c'est pour un humain de se démarquer de ce discours un peu standardisé qu'on aura à travers ces machines. Est-ce qu'il faudrait l'utiliser d'une manière particulière en prenant des précautions, ou est-ce que il faudrait souhaiter des modifications d'ores et déjà, ou simplement compter sur l'amélioration et de se dire que de toute façon demain il y aura une version plus puissante qui sera encore mieux? Enfin discuter, interagir avec cette machine, mais en même temps, on a le loisir de voir tout ce qui va pas. Hein. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment absolument former, éduquer sur les limites de ces systèmes, avec le système qui n'est pas meilleur, qui est celui qu'on utilise en ce moment. Pour refaire des apprentissages plus sophistiqués, ça va prendre du temps, mais il y en aura évidemment, comme vous le dites. Et donc, il y en aura dans la société pour différents sujets. Donc, il faut être aguerri à l'utilisation de ces systèmes et se dire qu'à chaque fois, en fait, même si c'est une aide pour une rédaction de quoi que ce soit, cette machine fait vraiment fondamentalement des erreurs terribles qui peuvent, pour un lycéen, lui apporter 0 parce qu'on va se rendre compte que c'est aberrant. Les questions des professeurs vont sans doute changer aussi. Et puis, je pense que c'est une évolution sur laquelle on peut pas, on va pas revenir en arrière. Je pense que c'est vraiment pas une bonne solution de l'interdire. Il faut l'apprivoiser et il faut comprendre les limites. Et il y en a beaucoup de ces systèmes. On pourrait utiliser ce système dans le cadre de l'enseignement plutôt que de l'interdire? Oui. Alors, moi, j'ai un œil critique là-dessus. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas du tout avancé en fait sur la compréhension de ces systèmes. Donc, il faut pas aller trop vite dans leur utilisation. Donc, moi, je me servirais plutôt de ce genre de système pour expliquer les concepts derrière, comment c'est formé, et le challenger sur des usages particuliers dans des situations particulières. Et là, l'école a son rôle à jouer. Maintenant que demain, tout le monde l'utilise pour différentes tâches, à condition qu'on ait passé cette étape de démystification de ces machines, qui, de toute façon, resteront avec des inconnus. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'arrivera pas à faire du 100% transparent. On veut que ça soit plus transparent. Donc, on pousse les industriels à être plus transparents. On voudrait que ça soit normé. C'est-à-dire que s'il y a des censures, ça suive des règles éthiques consensuelles. Il y a des comités d'éthique qui puissent auditer les machines pour vérifier qu'elles disent pas totalement n'importe quoi, et puis que de toute façon, comme il y aura une partie comme ça de créativité de la machine, je dirais, qui va dans des possibles qu'on n'avait pas imaginés, eh bien, il faut là être aguerri, savoir que c'est mécanique quelque part, enfin mécanique dans le sens où ça s'enchaîne par analyse et calcul, et que c'est à nous de tirer parti de la nouveauté, de la créativité, de l'imagination qu'il y a derrière. Alors OpenAI, Microsoft, Google, bon, tout ça, ce sont des plateformes et des outils américains. On n'a pas d'outils équivalents en France? Si, on est très alerté sur ces sujets depuis longtemps et très fort d'ailleurs en traitement automatique de la langue, qui est un peu l'objectif du laboratoire dans lequel je suis et d'autres laboratoires en France. Donc il y a eu un grand projet qui s'appelle le projet Bloom, qui était de justement construire une sorte de chat GPT européen ou français. Et en tout cas, il parle 36 langues. Il est 36 ou plus. Vous regarderez sur Internet, on en parle beaucoup. Peut-être que c'est moins connu par le grand public, mais il existe. Il a 176 milliards de paramètres, ce système. Il a été entraîné à partir d'énormément de corpus de données. Il faut aussi se prendre conscience que c'est pas lié à une culture, puisqu'en fait, il va mouliner des informations qui viennent de Wikipédia en anglais ou dans d'autres langues, c'est traduit, et que ces informations vont être quand même utilisées. Donc, on a là une machine totalement inhumaine qui a l'air de parler comme nous,
et on peut la faire parler en français. Et donc Bloom n'est pas donc sur une plateforme américaine. C'est Hugging Face qui a commencé, qui est une société française qui travaille aussi aux États-Unis, qui a monté ce projet en essayant d'embarquer. Après, je sais pas, il y a des centaines de chercheurs qui sont là sur ces sujets et des industriels pour avancer sur justement l'ouverture de la boîte noire. Comprendre un peu les mécanismes, les limites. Et je pense que c'est très important qu'on ait ce genre de test. Merci Laurence de Villers. Et je crois que vous avez quelque chose d'autre à nous annoncer, un projet sur lequel vous êtes en train de travailler pour l'été prochain, mais un projet un peu insolite. Comme tout le monde s'amuse à jouer avec ce chat GPT, nous sommes 3 chercheurs à avoir écrit une pièce de théâtre qui sera jouée à Avignon, qu'on monte pour Avignon cette année, donc en juillet, au Grenier à Sel, qui est un site qui fait sciences et arts, et pour lequel on a des acteurs en train de s'entraîner, une metteuse en scène, des décors, et les 3 chercheurs, c'est Serge Abitboul, Gilles Dowek et moi-même. Et le sujet, c'est qui a hacké Garou Saya. Et on va chercher, en fait, le pouvoir comique aussi de tout ça, avec une mise en abîme dans la société, que ce soit pour aider quelqu'un âgé, à être avec un geek, être hacké par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est un thriller comique. Et j'encourage tout le monde à en parler, puisque on va le finaliser pour Avignon cette année. Voilà. Absolument. Dans le off. Très bien, dans le off. C'est une très bonne initiative et d'ailleurs, on a eu l'occasion déjà d'en parler dans cette émission avec Serge Abitboul. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Super. Rendez-vous cet été à Avignon alors. Merci Laurence de Villers.